Volet numéro 2, l'engouement craft qui est là pour, rester. Et oui, on est en 2023, fin 2023, début 2024 et le segment IPA est toujours aussi florissant. Donc on présente plus maintenant, l'India Pale Ale, bien que le consommateur lambda, je pense pas qu'il sache vraiment que IPA veut dire ça au final. Mais par contre, ça n'empêche pas que, quand il va dans un magasin, quand il regarde en rayon, il cherche en gros le mot IPA et j'ai l'impression que c'est un petit peu une bataille en branding, de qui va mettre le mot IPA en plus le plus gros possible pour être visible de loin. Et au final, un exemple pas plus tard que, je sais pas, qu'il y a 2 ou 3 semaines, j'étais à Casino et une dame de, je sais pas, 55-60 ans, m'a demandé si je m'y connaissais en bière et parce qu'elle cherchait une IPA et du coup, bah, c'est ce qu'on lui avait demandé d'acheter, donc c'est peut-être ses enfants ou autres qui lui avaient demandé d'acheter ça. Mais du coup, ça en dit long sur le truc et moi ça m'a fait rigoler en tout cas. Donc forcément, j'ai essayé de la conseiller au mieux. Bien qu'il y avait pas non plus un choix de fou. Mais bon, en tout cas, on est dans le segment IPA, NEIPA, double IPA, triple IPA, tout ça. Donc de l'aromatique, du houblon à gogo. Mais dans ce segment IPA, il y a tellement de possibilités. On voit tout et n'importe quoi. Ce qui est le plus commun aujourd'hui, c'est la hazy IPA qu'on voit un petit peu fleurir, Heu, de plus en plus et maintenant on a limite l'impression et on en parlait dans un épisode de Milecto avec, Dorothée Tornact, on se demandait vraiment est-ce que l'IPA d'aujourd'hui, de 2023, c'est forcément une IPA qui est un peu tropicale, qui est beaucoup houblonnée avec beaucoup d'agrumes, dedans, donc au final une NEIPA? Ou est-ce que l'IPA reste encore, la West Coast assez amère? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as un avis à ce niveau-là? L'IPA, comme tu dis, c'est un vaste sujet. Aujourd'hui, l'IPA, on en discutait tout à l'heure, tu en discutais tout à l'heure, c'est une catégorie générique, quasiment, l'IPA. Aujourd'hui, on achète une IPA parce qu'on vient chercher son côté plutôt aromatique et amer. On aime l'amertume. C'est contre-intuitif, mais on aime l'amertume. Aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est que finalement, l'IPA, c'est plus une tendance, c'est une mode, quoi. C'est vraiment ancré dans notre consommation habituelle. Faut savoir que si je prends l'exemple des États-Unis, hein, on a alors exemple deux chiffres intéressants aux États-Unis, 46% des bières brassées sont des IPA. Ah Donc oui. déjà, enfin des crafts, hein, des bières craft brassées sont des IPA. Et autre chiffre que j'avais renoté, c'était que 67% des consommateurs de bière vont aller se tourner vers le rayon des bières de spécialité en GMS. Parce qu'il faut aussi reprendre, je dirais, l'univers des styles type IPA entre là où tu consommes. Est-ce que tu consommes plutôt chez ton caviste, restaurateur, plutôt craft, ou si tu consommes plutôt pas mass market, mais plutôt en grande distribution, où du coup tu t'adresses à une population moins beer geek, forcément. Ouais. Ça, c'est déjà deux choses à prendre en compte. Si je parle de la partie GMS, on a l'IPA qui est bien représentée. Aujourd'hui, cette IPA, elle est plutôt aromatique, amère, classique West Coast. Mais ce qui arrive vraiment sur le marché, tu le disais, c'est tout le côté NEIPA. On avait justement des exemples avec des gros acteurs, donc Ninkasi, Montblanc, Pays Flamand, Castelin, donc avec leurs différentes références. Goudal, on en a déjà parlé l'année dernière sur le podcast. Euh, et on voit que cette année, on a des acteurs qui arrivent vraiment avec la brasserie Castelin, donc qui fait la ch'ti qui est nationalement connue, et là qui arrive ici avec un marketing, un branding, un design, une modernité qui casse les codes de eux, ce qu'ils ont l'habitude de faire sur leur gamme classique. Ouais, carrément. Et alors pourquoi est-ce qu'on arrive à ça? Parce qu'on a des bières qui sont moins amères, avec un parfum qui est plus intense, et ça correspond plutôt pas mal au palais des Français, hein, qui sont quand même des consommateurs de vin avertis, hein, avec une richesse aromatique. C'est peut-être ce qui a fait que les hard seltzers se sont un peu cassés la gueule. Le côté un peu négatif de toutes ces NIPA, c'est quand même le prix.
qui est assez impactant. Donc, comment réussir à maintenir cet engouement sur les bières houblonnées avec l'impact prix sur le consommateur. Maintenant, si on regarde plus le côté craft spécifiquement, hier j'étais chez un super concept dans une cave qui s'appelle Opiness, qui est juste à côté du lab, et où ils ont une gamme de bières craft, plutôt beer geek, bien fournie. Et je regardais le rayonnage, j'avais facilement 50% de style IPA, et avec une grosse tendance sur double IPA, triple IPA. On parle de DDH, on parle de TDH maintenant. On parle d'un style qui est un blend entre une DIPA et une NEIPA, et on parle de NEDIPA, NEDIPA. NEDIPA. Ouais, tout à fait. Le blend, ouais, mais voilà. Alors ça, c'est sûr. Il faut toujours trouver des nouvelles alternatives de style. On en a même pas parlé tout à l'heure, mais parce qu'il y a aussi les IPA sans alcool. Il y a Lagunitas qui sort la IPNA. Alors ça doit être chez Heineken, ils doivent bien aimer créer des nouveaux styles de bière. Bon, je pense que Vier, ça devenait d'avant Heineken, mais voilà, c'était la petite remarque. Moi, ce que j'avais envie de parler aussi, c'était de la Cold IPA. Alors attends, juste, on était encore sur la NEIPA. Il faut le dire, en GMS, ça commence vraiment à arriver. Et le fait de marquer NEIPA en gros, maintenant, c'est quasiment comme si on mettait IPA en gros. Au final, c'est un moteur d'achat. Et on voit toutes les brasseries artisanales plutôt classiques commencer à arriver à mettre une NEIPA dans leur core range. Et ça devient maintenant quelque chose de vraiment demandé et de connu pour pas la plupart des gens. Enfin, moi, je vois mes potes qui sont pas spécialement beer geek. Aujourd'hui, ils jurent plus que par la NEIPA, clairement. Et au bout d'un moment, il faut limite arriver à s'en dégoûter pour retourner à l'IPA classique ou au blonde classique, pour aussi un petit peu sauver des sous-sous dans son porte-monnaie, parce que généralement, les NEIPA sont quand même plus chers. Et voilà. Mais est-ce qu'au final, le consommateur va pas s'en dégoûter de cet arôme trop floral tout le temps, trop agrumé, etc. Ou est-ce que, contrairement à ça, c'est pas quelque chose qui l'attend de base et il serait pas déçu d'avoir quelque chose de trop amer, sachant que l'amertume, c'est pas la chose qui est la plus recherchée chez les Français au final. Déjà, ce qui est intéressant aussi, je voulais le ressouligner, c'était le consommateur, il est aujourd'hui à la recherche de notes fruits et de notes fruitées, aromatiques et de douceur, plus que d'une marque en tant que telle. C'est ça qui est fou en fait aujourd'hui, c'est ça qui évolue, c'est qu'on n'est pas à la recherche de la dernière Cloudwater, Fauve, Eddie Topper qui était une des premières NEIPA, ou encore qu'est-ce qui fait des très bonnes bon, voilà, ou tout le monde fait ou Piggy, tout le monde fait des NEIPA et des Hazy. Donc aujourd'hui, on cherche plutôt ce style de bière là qu'une marque en tant que telle. Et effectivement, ça va dépendre je pense, des consommateurs, soit qui sont très très tournés sur le houblon, ou d'autres qui sont peut-être un petit peu lassés. Je pense peut-être aux consommateurs de bière avertis depuis plusieurs années, parce qu'il y a des consommateurs qui sont arrivés dans ce mouvement craft en découvrant justement la Easy IPA. Et c'est ça qui a débloqué le truc et qui fait qu'il y a eu un boom. Premier. Voilà, toi le premier. Je me souviens très bien de nos premiers échanges. J'étais là en me disant, bon, il n'était pas là, il y a... Donc on connaît depuis facilement 3-4 ans, et moi j'ai commencé à m'intéresser à la bière, ça fait vraiment le vieux con qui dit ça, mais il y a 10-12 ans. Et il y a 10-12 ans, c'était la West Coast qui nous faisait trembler, parce qu'elle était résineuse, parce qu'elle était sur des notes de fruits, d'agrumes. On parlait de Simcoe, d'Amario, de Citra, comme les gros houblons phares. Aujourd'hui, c'est Simcoe et l'Amario, et c'est quasiment inconnu au bataillon vis-à-vis de toutes les innovations qu'on a sur le côté Hazy. Et moi, alors, personnellement, mais je suis plutôt dans le côté tradition, héritage. Je reviens plus aujourd'hui à des choses un petit peu back to basics, entre guillemets. C'est ce qu'on peut voir aussi apparaître aux États-Unis.
aussi parce que c'est des bières qui coûtent moins cher à produire, tout simplement. Mais il y a un décalage entre les États-Unis et la France et l'Europe. Et je pense qu'en France, il y a encore beaucoup de travail et un gros potentiel sur les hazy parce que les consommateurs sont tout juste en train de découvrir le style NIPA grâce à la grande surface. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté wording et naming qui est quasi mystique et qui donne envie de tester? Parce qu'au final, là, tu nous parles de Nedipa. On voit à peine émerger le NEIPA. DIPA, les gens, ils savent pas encore ce que c'est. Quand on met DIPA, clairement, on se doute pas que c'est double IPA. Enfin, en tout cas, quand on n'est pas dans le milieu. TIPA, pareil. Mais il y a quand même ce côté, le naming de cette catégorie est intriguant. Tu rajoutes après DDH, on a quasiment l'impression que même en tant que consommateur lambda qui va acheter sa bière, on est un petit peu savant. Tu vois ce que je veux dire à acheter ça? On se dit, ah tiens, il y a des acronymes qui donnent ça, c'est que ça doit être craft, c'est que ça doit être authentique, c'est qu'il doit y avoir une recette mystérieuse et je vais ramener ça en soirée et ça va être cool parce que c'est nouveau. Je ne sais pas si tu ressens ça aussi, cette tendance geek qui fait en sorte que le consommateur a l'impression d'acheter un produit qualitatif, authentique et maîtrisé. Moi, personnellement, j'ai le sentiment que ça va toujours plus loin, toujours même trop loin. Finalement, c'est même parfois contre-productif parce que le consommateur, il est perdu. Ça m'arrive de déjeuner avec des clients ou des entrepreneurs, des gens qui sont pas même des personnes qui sont pas du milieu de la bière. Je les emmène dans mes adresses que j'aime bien autour du labo. Et là, on a 4 types d'IPA différents. Et déjà, le consommateur, il est complètement perdu. Il sait pas ce que c'est. Et finalement, ça devient tellement compliqué qu'on n'a pas le temps de présenter chaque style un à un quand on présente une carte de bière. Et donc, il y a un décalage entre la connaissance technique du brasseur et son consommateur. Et il faut quand même revenir, je pense, sur des termes qui sont aussi rassurants pour comprendre. Je pense que je regarde ici, là, j'en ai ici, voilà. Là, Arpus ici, TDH, Strata Nelson IPA. Bon, effectivement, déjà, c'est un jargon qu'il faut connaître. Et C'est clair. qu'est-ce que c'est Strata, c'est une région. Nelson, c'est un acteur. Voilà, c'est quand même c'est hyper technique en fait. Et c'est hyper technique parce qu'on est sur une consommation type beer geek. On est quasiment sur j'avais découvert ce mot-là, le prosumer entre guillemets, mais qui derrière ça drive quoi comme volume? Oui, c'est clair. Et après, est-ce qu'on n'est pas aussi dans cette idée où le consommateur français, il a le vin en héritage et du coup, qui dit être français dit forcément connaître tous les cépages de France, ce qui n'est déjà pas le cas. Mais il y a quand même ce truc où on est content de connaître un Cabernet Sauvignon, un cépage comme ça, des grenaches, Ou la dernière petite appellation pas connue qui fait fureur dans les salons vin nature, quoi. Ouais, et puis après, il y a aussi le côté prescripteur. Quand tu as un bar aujourd'hui, tu vas aussi proposer des produits. Enfin, tu es déjà plus connaisseur, donc tu vas éduquer le consommateur sur qu'est-ce qui est bon en fonction de son palais, etc. Pareil, c'est le travail des cavistes au final. Mais bon, je crois beaucoup au fait que l'auto-éducation est de plus en plus là en France et que les gens de base connaissent un petit peu mieux le produit bière et du coup, ils vont aller vers des choses qu'ils ont envie de boire, sans forcément être drivés par quelqu'un d'autre. Enfin, bon, après, il y a de tout, hein. Ça peut rester une généralité, mais bon. On parlait aujourd'hui, la frontière grande distribution caviste, elle est de plus en plus fine, voire quasiment inexistante, dans le sens où on commence à avoir des caves à bière, enfin des caves à bière dans le sens rayon bière dans les grandes distribs, qui sont hyper fournies. Ouais. Je notais un moment, je voulais en parler plus tard, mais de l'arrivée aussi alors, hyper fourni avec du coup un vrai impact sur les cavistes. Et là, j'ai envie de dire, mais allez chez vos cavistes parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué pour eux. C'est compliqué pour eux parce qu'on trouve aussi des bières craft en GMS et qu'on fait une économie en allant en même temps acheter son sopalin et ses bières chez Carrefour ou chez Auchan, ou à Carrefour à Auchan, et finalement on oublie son caviste qui à la base c'est lui qui vous a fait découvrir la bière artisanale, quoi. Ouais.
Et aujourd'hui, ils sont dans la merde, clairement. Donc ils ont besoin de vous et ils ont besoin que vous alliez consommer localement. Enfin, je pense que tu es OK avec moi là, sur Ouais. ce Et sujet-là. d'ailleurs, vous pouvez écouter le podcast qu'on a fait sur Milecto, sur les distributeurs, qui est l'un des plus écoutés, qui a fait un petit peu débat au final. Mais bon, là aussi, il y a tout un travail à faire avec les distributeurs de bière et un accord entre distributeurs et brasseurs à trouver pour que ça soit du win-win pour les deux parties. Du coup, tu voulais nous parler de Cold IPA qui. On en a parlé l'année dernière, la Cold IPA. Est-ce que au final, c'est là j'allais dire pour rester, mais pour arriver déjà, ce serait déjà bien. Parce que clairement, j'en ai jamais goûté. J'en ai vu deux trois arriver dans les frigos, mais c'était tellement cher que je suis reparti. Et est-ce que tu vois ça de plus en plus? Alors, déjà, peut-être il faut rappeler ce que c'est une cold IPA. Ouais. Une cold IPA, globalement, moi je vais le résumer comme ça, c'est l'aromatique d'une IPA, d'une East Coast, d'accord? Donc le côté fruits tropicaux, avec l'amertume d'une West Coast. Jusque-là, vous me suivez? Donc plutôt le Mmh. côté résineux traditionnel à la base, donc plutôt aromatique et amer, mais avec la buvabilité d'une lager. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant dans ce style, alors peut-être qu'aujourd'hui c'est encore très timide et que ça va mettre du temps à arriver, c'est que tu disais justement, est-ce qu'il n'y a pas un moment les consommateurs qui vont se lasser de la NEIPA? Alors, du coup, on a une transition douce pour retourner vers du plus classique, mais tout en gardant quand même le côté très aromatique. Bon, ça répondra toujours pas à la questionnement du coût de la bière, hein, parce que du coup, ça sera toujours aussi cher. Mais néanmoins, on a quelque chose de plus facile à boire. Aujourd'hui, sur certaines NEIPA, c'est tellement chargé en houblon, c'est tellement juicy que ça en devient même quasiment écœurant. Ouais, Euh, bah, ça devient un jus de fruits, quoi, au final. Et il y a beaucoup de gens qui détestent, en fait, hein. Il y a pas que les gens qui aiment, hein. Il y en a qui disent: «Mais moi, je veux une bière normale», hein. Donc et du exactement. coup, est-ce que la Cold IPA pourrait être le meilleur des 2 mondes pour toi? Non, c'est très compliqué, c'est hyper subjectif comme question. Mmh. Euh, pour moi, c'est une innovation qui est encore assez timide. Aujourd'hui, quand tu vas chez ton caviste, tu demandes une colle d'IPA, normalement, tu en trouves une, au moins une ou deux références. Mais c'est pas encore. C'est pas encore démocratisé. Est-ce qu'il faut se rattacher à un style, enfin, à un nom, tu vois, un naming, comme on disait tout à l'heure, ou est-ce qu'il faut se rattacher à ce qu'on vient rechercher en termes de saveur et de plaisir? Ouais, c'est sûr, carrément. Voilà. Attends, j'ai un peu dans le nord et du soleil. Faut profiter. Dans le Nord, il y a du Enfin, soleil et pas à Lyon. et pas Léon. Ouais, par contre, ouais, Pas-de-Calais, c'est moins la joie. Il pleut Heu, un peu trop. donc Voilà, c'est un peu mieux. on peut voir là la Cold IPA de Fauve là, à l'écran. Effectivement, ça donne envie d'être goûté et donc toi, tu penses que les brasseurs vont potentiellement s'y mettre sur 2024, ou c'est quand même quelque chose qui va arriver, doucement, à tâtons, sur horizon 2025? Bah, aujourd'hui, l'emprise IPA-NIPA est tellement importante qu'elle va masquer, tu vois, ça va amener un peu du flou. C'est flou, enfin, Moi, je faut pense que ça assumer. va garnir le Euh, segment IPA et qu'au final, tant qu'il y a le mot IPA dedans, là, en plus, on est dans un wording cold IPA. Pour la plupart des gens, tu as juste l'impression que c'est une IPA qui est plus froide, quoi. Enfin, des fois, il faut être aussi basique, bateau. Personne se doute qu'il y a un process subtil et différent. Donc bon, c'est vrai que ça peut rester compliqué et des fois, c'est peut-être, on va dire, l'aspect un peu plus négatif de la bière, c'est que juste le nom qui est trouvé à une bière euh, peut ne pas marcher dans le pays dans lequel tu la bois, en fait. Et ouais, c'est vrai que exactement. Cold IPA, ça reste compliqué. Et je me demande encore pourquoi le mot NEIPA fait fureur en France. C'est chelou comme mot. Quand tu le prononces ou quand tu le regardes, tu sais pas à quoi ça correspond, quoi. Mais bon, en tout cas, il y avait la Cold IPA dont tu voulais parler. Mais ça me fait Euh, une belle transition aussi sur. Enfin, je reprends un peu, peut-être à tomber dans ta question. Ça fait ouais. une belle transition parce que dans la Cold IPA, la particularité, c'est qu'on a une levure de lager
Et on en a parlé l'année dernière, et on en parle depuis quelques années, du retour des lagers Mmh. sur le marché. Enfin, je sais pas si tu te souviens, mais Ouais. on parle de ce sujet-là, et finalement, finalement, il y en a pas, quoi. Pas Enfin, il y en tant a très, encore, très ouais. peu, Ouais, pas ouais. tant que ça. Pourtant, c'était le mot Euh, d'ordre, le Back to the Roots, c'était le mot d'ordre du bière, du Lyon Beer Festival, où les gens, les brasseurs craft, on leur avait demandé de jouer le jeu et de pas forcément, fournir tous les consommateurs en IPA, en IPA, en ISY, tout ça et au final en stout et en sour parce que ça reste les 3 styles les plus plébiscités dans la sphère craft et au final, on voyait des belles saisons, des grisettes, aussi des lagers mexicaines, hein, type mexicaine, qui étaient très intéressantes. Et moi, j'avoue, j'ai envie de ce retour. Alors, un retour moins cher au portefeuille aussi. Et je sais pas si la lager, pardon, je crois qu'on dit lager et pas lager au final. Mais est-ce que c'est pas mieux pour le portefeuille ou pas? Est-ce que c'est un style qui est plus cher à brasser, tu penses? Déjà, le lager, j'avoue, je sais pas, mais il faut qu'on. Lager, c'est une catégorie que tu peux mettre en face. Tu peux mettre les ale. Donc en gros, le lager, c'est tout ce qui va être fermentation basse, et ale, tout ce qui est fermentation haute. Et Ouais. dans la lager, là, tu as des différents styles de bière. Donc tu vas retrouver la Pilsner, qu'est-ce qu'on va avoir, les LS, les Vienna Lager, Cold IPA par exemple. Qu'est-ce qu'on peut avoir, enfin, voilà, on va avoir les Baltic Porter par exemple, toute une catégorie de bières qui sont faites en fermentation basse. En termes de coût, si je reprends vraiment la marque iconique, c'est la Pils finalement, et l'origine, c'est la Pilsner Urquell. C'est quoi? C'est une eau douce, des houblons nobles type Saz, pas des houblons qui coûtent très très cher, des maltes qui sont faiblement touraillés. Historiquement, ils étaient même moins touraillés qu'aujourd'hui, parce que moins séchés, parce qu'ils étaient quasiment maltés à côté de la brasserie, donc il y avait moins besoin de les conserver dans le temps, donc ça Ouais. amenait encore moins de couleurs. Et finalement, quand même, la grosse particularité, c'est cette levure de fermentation basse. La problématique de la levure de fermentation basse, c'est que comme elle fermente à plus basse température, entre 7 et 13 degrés, elle va avoir une cinétique de fermentation plus lente. Donc, en gros, elle va fermenter moins rapidement, donc ça prend plus de temps à fermenter. Ça demande une garde un peu plus longue aussi, si on veut être dans la tradition du style. Aujourd'hui, vous avez plein de technologies qui permettent d'accélérer les gardes aussi. Donc, du coup, vous avez la problématique de maintenir un produit en cuve plutôt à basse température. Et quand on doit aller chercher les 7 degrés, à part au milieu du mois de janvier, aujourd'hui, on est plutôt dans une année qui est globalement plutôt chaude, et ça nécessite de faire tourner les groupes froids et donc de consommer plus d'énergie. Et aujourd'hui, il y a des vrais sujets. J'ai des clients qui aujourd'hui euh, stoppent leur groupe froid, travaillent en heure creuse pour essayer de le limiter le plus possible leur impact énergétique en termes de coût. Voilà. Ok. Donc, est-ce que c'est la solution? Voilà. Est-ce qu'on va avoir vraiment, on aura après le houblon est très important en termes de coût aujourd'hui. Hein. En plus, on veut toujours plus de nouveaux houblons aromatiques. On veut optimiser les extractions en utilisant des cryos ou des extraits ou d'adjonctions d'autres éléments. Et donc ça impacte le coût, sachant que, pour rappel, le principal coût dans une bière, ça reste la main-d'œuvre. Donc, ça va forcément être lié à votre volume de production. Plus votre volume est important, plus vous pouvez, entre guillemets, diminuer la part de la main-d'œuvre dans votre coût de revient. Euh, et voilà, donc l'amortissement du matériel, la main-d'œuvre fait une grosse part du coût de revient par rapport aux ingrédients. Et après, le houblon va être aussi très important. Ok. Et oui, je me demandais aussi, pour cet engouement craft, est-ce que le soutien aux brasseurs locaux peut amener, une recherche de produits plus authentiques, notamment bière de garde et cetera? Est-ce que c'est quelque chose qui fait sens, pour 2024? Sur le regard de l'impact environnemental et un peu finalement RSE, c'est-à-dire responsabilité sociétale de faire travailler l'écosystème économique local, oui, ça fait carrément sens. Ça Parce fait carrément qu'on sens parce
Vas-y, On en excuse-moi. parlait dans un épisode, désolé, avec, encore, dans Milecto, sur, la possible pénurie de houblon sur 2050 avec le changement climatique qui apporte, un climat plus chaud et du coup qui fait en sorte que, bah, certains houblons ne pourraient plus être produits et notamment les houblons plus traditionnels. Du coup, ça pose la question de créer plus d'houblonnières et des houblonnières plus locales et du coup, bah, qui dit local dit, brasser des choses localement. Donc arrêter peut-être avec les houblons américains, qui donnent des hazy et faire en sorte d'utiliser nos propres houblons en France. Et est-ce que ça pourrait amener d'autres, styles typiques, à voir le jour? Hem, c'est hyper intéressant, il y a plein de sujets, ce qui fait la particularité de cert alors, il y a un excuse-moi, je reviens un peu ce que enfin, je voulais juste amener quelque chose. C'était, un houblonnier qui s'appelle Édouard Rousset, qui est basé dans le nord de la France, qui cette année a développé, une nouvelle technique de séchage de ses houblons. Parce que comme c'est plutôt humide dans le nord, en général, de ce qu'il a observé, et il y a un article scientifique lié là-dessus, c'est que l'impact du séchage est très important sur la conservation des aromatiques du houblon. OK. Et donc, en améliorant les techniques de séchage chez les houblonniers, donc en fait, il y a avant, quand on parle de enfin, de reconsommer localement, il y a une notion de filière locale et quasiment de micro-malterie, de micro-houblonnière, de sites de production. Il faut recréer en fait toute la filière, toutes les filières à un niveau local, au niveau des orges, au niveau du maltage, au niveau de tous ces points-là, de retravailler des bières de terroir, des bières de tradition, entre guillemets. Et donc, ce réchauffement climatique, est-ce qu'il ne va pas nous amener aussi demain des conditions de séchage qui seront aussi Mmh. différentes, et donc du coup qui vont avoir un impact sur est-ce que l'impact climatique va aussi changer le goût des houblons? On le retrouve dans la vigne finalement. Ouais, Euh, carrément. on retrouve dans la vigne avec des vins qui sont plus forts en alcool parce que comme il fait plus chaud, bah, il y a une maturation avancée des grains, et finalement, qu'est-ce qu'on observe? On observe une remontée de la ligne du vin, et on a des vignes qui sont plantées dans le nord de la France. Il y a énormément de vignes qui sont plantées en Bretagne. La Belgique est aussi assez connue aujourd'hui pour redévelopper ses vignes. Euh, et la question, c'est il y aura peut-être moins de houblons par rapport aux récoltes, mais il y aura aussi des houblons différents. Donc Ouais. comment adapter tout ça? Et ça va partir aussi sur, finalement, comment optimiser son processus de fabrication, et comment on va utiliser le houblon pour qu'il soit le plus efficient possible dans l'impact qu'on veut donner aux bières. Et peut-être aussi, arrêter un petit peu de parler de houblon et peut-être aussi reparler du malt. Parce qu'au final, tu as l'impression qu'aujourd'hui, on sait même plus qu'il y a du malt dans une bière. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui C'est clair. se enfin, le consommateur, il pense bière, il pense houblon, il sait même pas ce que c'est ou à quoi ressemble du houblon. Il sait juste que c'est un ingrédient qui fait partie de la bière avec de l'eau, mais il oublie totalement le fait d'avoir des maltes, et peut-être on va en reparler justement dans les ingrédients stars, ça va faire le pont. Et juste avant ça, il y avait peut-être aussi une tendance aux bières de fruits, au final, à l'injonction de fruits dans la création, dans le brassage, qui permet de redorer le blason des bières, de fruits, qui ne sont plus forcément vues, comme, les bières belges qui sont hyper sucrées, où on met plein de fruits et que ça titille un peu trop les papilles, ni même le côté un peu trop, machiste du fait de penser qu'une fille va plus souvent consommer des bières rouges ou des bières de fruits et cetera. J'ai l'impression qu'on a évolué à ce niveau-là et qu'on est dans le fait heu, d'apprécier une bière aux fruits sans avoir tout le côté, négatif de: «Ah, c'est une bière de fille» et cetera et puis de toute façon, c'est ringard de penser comme ça maintenant et c'est même pas vrai. Mais qu'est-ce que tu en penses toi du retour aux bières, alors retour, je sais pas si c'est un mot, mais en tout cas de la perpétuelle innovation des bières de fruits et d'en faire quasiment des jus, houblonnés, maltés, mais vas-y. Alors, déjà, ce qui est hyper intéressant, c'est que on parle de fruits en tant que tels, mais finalement, ce qui a amené beaucoup de fruits, c'est le côté fruits tropicaux, agrumes, des houblons. Comme
pour faire la transition. Ouais. Aujourd'hui, quand on pose la question, quand on te dit j'aime pas la bière, ton interlocuteur en face, tu dis ok, c'est bon, j'ai une sour aux fruits dans le frigo, je vais lui faire goûter, c'est sûr, il va aimer la bière. Oui, elle va aimer la bière, peu importe, c'est pas un genre. Et et aujourd'hui, ce qu'on remarque aussi, c'est que je pense qu'il y a pas mal de pas mal de brasseurs qui se sont essayés à faire des blanches aux fruits, en fait, il y a des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction de plantes, des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction d'épices et des styles qui se prêtent très bien à l'adjonction de fruits. Et ce qu'on remarque aujourd'hui, nous on a fait un petit peu de statistiques sur les derniers festivals qu'on a pu faire, on remarque que 15% des bières présentées par les brasseurs, alors c'est un festival, hein, donc c'est dans un cadre spécifique, ce sont des sours. Et 100% de ces sours sont avec une adjonction de fruits. C'est fou. Et finalement, c'est assez logique, parce qu'un fruit, c'est quoi? C'est un mélange d'acidité, de sucre et d'arôme. Donc, ça va très 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 bien s'assembler. On est sur des accords complémentaires avec le style sour. Que, en général, une bière avec du vrai fruit fermenté dans une bière blonde, une blonde à la framboise, c'est jamais très bien... Enfin, blonde. Je veux dire, une ale, pas une sour à la framboise, c'est jamais un rendu qui est top, quoi. Ouais. Et puis on a tendance à penser aux bières aromatisées. À l'époque, on se faisait un demi-pêche, un demi-citron, enfin ce genre de truc. Je sais même plus d'ailleurs si ça se sert au bar, ça, ou si ça se demande encore. Il y a peut-être moyen, mais du coup, oui, ça fait le pendant entre la bière aromatisée d'antan et peut-être même le segment kombucha, etc. Parce qu'au final, une bière acide, euh, potentiellement que les gens qui aiment les bières acides aiment le kombucha ou ce genre euh, de sensations sur le palais, sur les papilles. Heu, mais est-ce que toi, tu vois ça comme un segment assez porteur? Le côté sour et stout, j'ai l'impression que c'est vraiment encore typé, bière geek, tout comme les bières, élevées en fût. J'ai pas l'impression que le consommateur, d'aujourd'hui est prêt à acheter ça à tout prix en grande surface, en magasin. Je pense qu'il y a quelques années, l'arrivée de ces sours, de ces bières de fermentation mixte, de ces bières élevées en barrique, c'était des produits qui étaient exceptionnels. Ça n'existait pas et ça arrivait et on l'achetait, ces bières-là, parce que on découvrait quelque chose de nouveau. Mmh. Aujourd'hui, tout le monde fait ça, quasiment. Enfin, il y a beaucoup de brasseries qui a sorti sa sour, qui a sorti. Il y en a qui le font parce que tout le monde le fait et parce que les consommateurs en veulent. Il y en a qui le font parce qu'ils se sont spécialisés spécifiquement dans ce domaine-là. Et il y en a qui le font pour diversifier leur gamme parce que c'est important aussi d'avoir plaire à tous les palais. Mais aujourd'hui, voilà, 70% des bières présentées, c'était de la fermentation haute. On retrouvait, alors dans la fermentation haute, on retrouve toutes des bières noires, etc. Mais ça restait relativement timide. Là où il y a une vraie tendance encore aujourd'hui, c'est le fait de... On parlait de retourner au basique, mais finalement, on a énormément, je trouve plus en France encore que dans d'autres pays, peut-être, le jeu des adjonctions de plantes, d'épices, de fruits, avec justement un travail justement c'est finalement peut-être notre côté un peu gastronomique qui revient Mmh. sur l'association des saveurs, comment je vais... j'adore, il y a un bouquin, il est où? Food pairing, j'adore ce bouquin, on le sort à chaque fois, je crois qu'on avait déjà parlé, la science du goût qui va travailler sur les accords qu'on peut faire entre les plats et comment on va venir mettre en évidence, faire relever un plat avec une épice. Et aujourd'hui, on va pouvoir travailler tous ces sujets-là avec l'adjonction de vanille, de tonka, très à la mode d'ailleurs. Mmh. Ou alors encore, là dernièrement, on a fait des essais avec un extrait de chêne liquide qui, en une petite goutte, on sent pas le bois, mais ça redonne Du corps? du corps, du relief, de la complexité au produit. Je dirais qu'il y a vraiment un sujet sur cette tendance-là, OK, clairement. ouais, c'est vachement intéressant. Moi, j'en ai vu pas mal des blanches, au thym ou des choses comme ça, donc l'injonction de plantes, même de piments aussi. J'ai l'impression que les breuvages pimentés commencent un petit peu à à f à arriver. Et j'ai l'impression que cette notion de piment et de piquant avec le gingembre, avec le chili ou ce genre de choses
est vraiment à la mode et on le voit notamment, c'est peut-être tout bête, mais quand tu regardes YouTube et que tu vois les humoristes et que tu vois la chaîne, enfin l'émission Hot Ones avec Kayane Kojandi et toutes les stars qui sont interviewées en mangeant de la sauce piquante, tu te dis, bah, mine de rien, la sauce piquante commence un peu à être hype elle aussi. Et bah, c'est pas étonnant au final que ça puisse se terminer dans nos breuvages. Et il y a aussi énormément ça qui est utilisé, je trouve, dans les spiritueux sans alcool ou dans tous les sans alcool pour donner cette sensation d'ivresse ou d'alcool qui n'existe pas. J'ai l'impression qu'ils utilisent le poivre ou le piment pour, donner un petit peu de la consistance à leur Bah, boisson, quoi. c'est des marqueurs qui sont très forts, qui sont facilement identifiables aussi, donc tu peux te rattacher aussi, sensoriellement parlant à quelque chose. Et puis c'est des ingrédients qui vont donner de la contenance. Heu, il y a rien de plus désagréable. Moi, je prends l'exemple genre le nectar de pêche, tu vois? Le nectar d'abricot que tu prends parce qu'à l'époque, tu avais pas d'autres solutions en boisson sans alcool, Mmh. et tu as ton pote à côté qui prend sa bière et toi, tu prends ton nectar d'abricot et tu le bois en 2 gorgées et que ton IPA, bah, tu as le temps de la boire tranquillement parce qu'il y a de l'amertume, parce qu'il y a de la longueur en bouche. Et tout le challenge de ces bières sans alcool ou de ces, boissons sans alcool, ces spiritueux sans alcool, ça va être de reproduire la vraie sensation de boire entre guillemets un serious drink, tu vois, une boisson d'adulte finalement, pas juste une boisson sucrée qui est facile à boire, une limonade en 3 gorgées, tu l'as terminée, alors qu'un tonic, bah, pour le coup, on va jouer sur l'amertume, de la quinine, et Mmh. donc ça prend plus de temps à déguster. Donc le fait d'avoir plus de complexité, c'est un marqueur qui est hyper intéressant. Ouais, et ce qui est fumé aussi, ça marche bien, bah, là, on en reviendra peut-être plus, quand on parlera des ingrédients ou des nouveautés. Et pour le coup, je pense qu'on peut peut-être clôturer ce volet, du craft qui est là pour rester, sauf si tu avais peut-être une Bah, dernière chose à dire? peut-être une transition, enfin pour terminer aussi, nous, pour reparler un peu de ce qu'on a proposé en festival, et qui fait peut-être justement la jonction entre le sans alcool et l'alcoolisé, c'est cette notion de panaché ou de radler. On a envie d'y croire en fait. Mmh. On a envie d'y croire dans le sens où la radler, donc c'est cet assemblage entre une bière et une limonade. Ça vient historiquement euh, je crois que c'était un restaurateur qui avait un surstock de limonade et de bière et qui a décidé de blender sa limonade avec sa bière et qui a créé le fameux radler, le fameux panaché, et où là, on va justement répondre à plein de besoins, c'est-à-dire à la fois travailler sur des ingrédients sympas. Voilà, tu vois sur tes images, on farfouille de la façon, pamplemousse, il y a quoi, melon, enfin pastèque, melon d'eau, c'est watermelon, c'est Melon pastèque. d'œuf, ouais, Ça c'est doit une être, marque canadienne, c'est ouais, Loop. c'est ça, j'allais dire, ça a dû être québécois, Ouais. effectivement. Clémentine, et puis on va répondre donc aux faiblement alcoolisés. Et à la fois, on parle bière. C'est hyper intéressant, surtout qu'on peut. Alors, en termes de stabilité, c'est un petit peu plus compliqué parce que quand on commence à rajouter du sucre et des fruits, il faut en général pasteuriser ou utiliser des conservateurs. Mais par contre, on peut très facilement aussi le mettre en place dans un bar. J'ai un bec de limonade ou d'un soft drinks et j'ai un bec de bière. Je fais l'assemblage des deux et je teste. Et Mmh. vous pouvez tester plein de choses comme ça. Vous pouvez tester un cidre craft et une bière. Vous allez avoir des résultats qui sont hyper intéressants et gustativement. Parfois, on se prend une vraie claque. Nous, on s'est éclaté avec l'équipe. Alexis qui a développé ça avec nous. On a fait une limo piment gingembre qu'on Ouais. blendait avec une Hazy IPA. Mmh. C'était fou. On a OK. fait aussi également une limo concombre menthe qu'on appelait la Tatiski. On n'a pas encore déposé le nom. Euh, qu'on blendait avec une sour groseille. Alors ça, on va en reparler peut-être dans Voilà. les innovations produits. On fait un petit gap Pardon. là, donc Très bien. Excuse-moi. Tu fais bien de redriver le truc. On peut partir un peu dans tous les sens. Je sais pas, ça fait depuis combien de temps qu'on parle là, mais eh ben, euh, ça fait 1h10, mais t'inquiète, 1h10. on est Très bien. là et c'est Parfait. toujours autant passionnant. Donc on va partir sur le volet numéro 3, qui sont 2 nouveaux ingrédients stars pour 2024. Et là, on va parler de pas mal de choses, des levures, des maltes, des houblons.